Si je vous parle d'espace, si je vous parle de conquête spatiale, j'imagine que vous avez les yeux écarquillés. Et vous pensez sans doute à des films comme Interstellar ou d'autres. Mais si je vous dis que la conquête spatiale, ça peut nous apprendre beaucoup de choses sur la manière dont on pourrait vivre sur la planète Terre, ça va sans doute vous surprendre. Et pourtant, c'est exactement le sujet dont je vais parler avec Christophe Lasseur, qui est le directeur d'un programme qui s'appelle Melissa et qui travaille à l'Agence spatiale européenne. J'ai cette chance de discuter avec lui de ce projet qui, à la base, est de comprendre comment on peut envoyer des personnes sur Mars. Mais derrière, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément d'apprentissage qui pouvait être appliqué à la vie sur Terre. Et donc, c'est précisément de ça dont on va parler avec Christophe, c'est-à-dire comment ça se passe dans la station européenne spatiale et qu'est-ce que l'on peut appliquer chez nous au quotidien. Une conversation évidemment qui est incroyablement passionnante, que je vous laisse écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous et bonjour à tous. Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Écoutez, il fait un temps magnifique, le week-end s'annonce très beau, donc oui, ça va très bien. Nickel. Je pense que l'aérospatiale, ça fait rêver un peu tout le monde, tous les enfants. Et la première question, c'est sans doute de savoir comment on fait quand on vient d'un petit village pour arriver dans l'aérospatiale. Enfin, c'est quoi le chemin et comment on arrive à faire ce rêve? Je sais pas s'il y a un chemin prédéfini. Euh, en ce qui me concerne, puisque il y a l'expérience des collègues, puis il y a la mienne. En ce qui me concerne, c'est plutôt de la chance et des opportunités. Poussé par des parents à faire des études, je me suis retrouvé dans une terminale scientifique. Et après, j'étais plutôt passionné par la musique, vous voyez. Donc, j'ai choisi de faire une formation d'ingénieur électronicien. D'accord. Parce que c'était sans doute ce qui était le plus proche. La musique instrumentale ne me refusait pas, mais je n'avais probablement pas le talent. Et ce qui est peut-être mieux pour elle, disons que je faisais plus de bruit que de musique. Donc, je me suis dirigé vers une formation d'ingénieur pour essayer de me rapprocher un petit peu plus, effectivement, de ce qu'on appelait à l'époque la hi-fi, vous savez. Et puis, l'été, pour pouvoir contribuer à mes frais d'étudiant, je travaillais dans un CHU en province, où j'étais, en plaisantant, brancardiologue. C'est-à-dire que je poussais les lits, je poussais les chariots des différents services. J'ai travaillé au SAMU, entre autres, et en soins intensifs. Et j'ai trouvé que le lien entre l'électronique que j'avais appris et le malade, qui espérait évidemment qu'une chose, c'est qu'on le soulage et qu'on puisse le guérir, était assez sympathique. Il y avait un lien direct, notamment en soins intensifs. Et je me suis dit que ça pourrait être peut-être sympathique de faire une spécialisation dans le domaine des technologies biologie et médicales, ce que j'ai fait à l'université de Compiègne. Et puis, de façon complètement anecdotique, je finissais mon stage au CHU d'Amiens. La secrétaire du service est venue en me disant il y a un ingénieur de chez Matra, donc aujourd'hui Airbus, qui voudrait vous parler. Et cet ingénieur s'appelait Claude Chipot, m'a proposé de faire une thèse chez Airbus sur la problématique des systèmes circulaires, la croissance de plantes dans l'espace, la microgravité, ainsi de suite, ce qui était vraiment pour moi un domaine complètement nouveau auquel j'avais absolument pas, je dirais même jamais réfléchi, quoi. Je savais à peine où était l'espace, pour être franc avec vous. Et il est arrivé avec le nom de Matra Espace, qui était à l'époque tout à fait prestigieux. Donc, j'ai accepté d'en discuter. Et puis, chemin faisant, je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Ils vont sûrement se rendre compte dans les premiers mois que j'ai pas les capacités ni la hauteur de ce poste. Et ils s'en sont pas rendus compte. Voilà, donc j'ai fait une thèse chez Airbus. Airbus m'a ensuite embauché. Je me suis retrouvé responsable d'un échographe qui a volé sur la navette américaine. Et puis après, il fallait partir sur Toulouse. J'ai eu une autre opportunité à l'Agence spatiale européenne en postdoc. Donc je suis parti pour 2 ans. Et 32 ans plus tard, j'y suis encore. Voilà.
Et Ouais, c'est fou. oui, c'est assez fou parce qu'en fin de compte, quand je suis arrivé à l'Agence spatiale européenne, je dirais il y avait presque rien sur ce domaine, hein, sur l'économie circulaire, les systèmes de recyclage et ainsi de suite. Donc il y avait tout à faire. Donc ça c'était génial quoi. Et ça l'est toujours. Ouais. Ouais, Voilà. j'imagine. Voilà le chemin. Maintenant, vous dire que je dirais s'il fallait en tirer une leçon, restez ouvert. Alors, restez C'est ouvert ça. et écoutez les opportunités. Je fais pas grand chose. Exactement. C'est ce qu'on dit. Souvent, on dit avoir de la chance, c'est une compétence parce que ça veut dire s'ouvrir aux opportunités, effectivement. Euh, donc, on va parler d'aérospatial. On va parler de spatial. Peut-être qu'on peut. Je me souviens que la station spatiale de mémoire, elle fait la taille d'un stade de foot, c'est ça? Un À peu terrain de près? foot, un terrain de foot. Oui, Un oui, terrain de foot? à peu près. En surface, en comptant les panneaux solaires. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et du coup, comment on. Enfin, c'est quoi les contraintes pour un humain? Parce qu'un humain, il est fait pour vivre sur Terre, a priori, dans un écosystème. C'est quoi les contraintes pour vivre dans une station spatiale, pardon. Alors, il y en a plusieurs. La première, vous êtes dans un environnement, vous êtes dans le vide. Donc, il faut absolument que le bidon dans lequel vous allez tenter de vivre soit totalement étanche. S'il y a des fuites, effectivement, tout l'oxygène va partir et vous n'allez pas pouvoir survivre. Donc, la première difficulté, c'est d'avoir un bidon, c'est un petit peu brutal comme vocabulaire, mais on comprend bien, un bidon étanche. Voilà. Ensuite, effectivement, il faut maintenir une température relativement acceptable pour l'équipage. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit à moins 50 ou à plus de 100. Donc, il faut maintenir les températures correctement. Et puis, il faut essayer de maintenir une pression aux alentours d'un bar, c'est-à-dire, en fin de compte, des conditions presque terrestres. D'accord ? Après, il va falloir fournir de l'oxygène, fournir de l'eau, fournir de la nourriture. D'accord ? De façon à ce que l'astronaute puisse à tout moment avoir cette capacité de vie. Et il va falloir effectivement, en plus, gérer ces déchets qui vont s'accumuler assez rapidement, à commencer par le CO2. Voilà. Alors, tout ça semble assez facile si on imagine le bidon sur Terre. À partir du moment où vous le mettez en microgravité, c'est-à-dire il n'y a plus de cet effet naturel de séparation ou de convection, eh bien, ça devient beaucoup plus complexe. Par exemple, on respire aujourd'hui, le CO2 que je produis, qui est un poison pour l'homme, va tomber sur le sol à cause de la gravité. En microgravité, il va rester devant la bouche de l'astronaute si l'astronaute ne se déplace pas. Et il va s'auto-empoisonner. Oui. Donc, il va falloir avoir une ventilation extrêmement forte, parce qu'il n'y a pas de convection naturelle. On va retomber évidemment sur la même problématique pour la température. Et puis après, quand vous respirez, vous produisez de l'humidité. D'accord ? Donc cette humidité, on peut pas la laisser s'accumuler dans le véhicule parce qu'on a de l'électronique et ainsi de suite, des ordinateurs et tout. Donc on imagine difficilement des surfaces humides sur les ordinateurs. Donc il va falloir la piéger. D'accord ? Donc on sait aussi une autre partie du système de support-vie. Quand vous parlez, et ça on le sait bien, on l'a vécu pendant 2 ans, vous produisez des micro-organismes. Ces micro-organismes sont expulsés par la bouche, principalement, et vont s'accumuler aussi dans le véhicule. Donc il faut réussir à les piéger. D'accord. Donc là aussi, on a toute une batterie de matériel de façon à piéger ces contaminants microbiologiques, qui sont non seulement un risque pour l'astronaute s'ils s'accumulaient, parce que vous savez, c'est aussi en période de stress, donc vous pouvez avoir des déséquilibres du microbiote de l'astronaute, mais aussi un risque pour l'équipement, parce que si on a des biofilms ou des cultures de champignons, pour simplifier, alors là je parle évidemment pas de champignons genre pleurote, des champignons pour simplifier Saint-Nectaire, quoi. Saint-Nectaire, Roquefort. Et vous voyez. Et là, on peut avoir aussi des problèmes avec l'électronique et d'autres composants. Donc, il faut absolument réussir à les piéger aussi. Voilà. Et puis après, vous avez tout un autre. Comment vous fournissez de l'eau, comment vous la récupérez, est-ce que vous pouvez la transporter, et puis la même chose pour la nourriture. Voilà. Et juste pour se rendre compte, il fait quelle température dans la station spatiale Il à peu fait une près? température qui varie, je dirais, entre 18 et 25 à peu près. Donc tout Ah oui, d'accord. à fait raisonnable. Ouais. Tout à fait raisonnable. Mais alors vous, parce que la station spatiale, c'est combien de kilomètres de la Terre?
Alors elle oscille, mais aux alentours de 500 km, entre 400 et 500 km. Elle redescend progressivement et régulièrement, elle doit être montée. Donc, il est absolument nécessaire qu'il y ait un véhicule qui remonte la station assez régulièrement. Voilà. D'accord. Mais vous travaillez surtout, et c'est ça dont on va parler, d'Elisa, sur le voyage sur Mars. C'est-à-dire un voyage qui serait beaucoup plus long et beaucoup plus loin que la station spatiale. Et ça génère des contraintes nouvelles. Et je sais que vous avez cette phrase sur la contrainte, je veux bien que vous nous la dites, vous nous la disiez Ah, parce c'est la qu'elle est contrainte qui super. crée le progrès. Exactement. Je suis pas sûr qu'elle soit de moi, mais bon. Ah non, non, mais par contre, vous l'aimez bien. Et donc, c'est quoi les contraintes si on veut voyager sur Mars? Bah, aujourd'hui, la station spatiale internationale, elle est à peu près à 500 km, vous l'avez dit. Donc, et elle tourne surtout autour de la Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut emmener du ravitaillement assez régulièrement. Hein. Donc on a des cargos automatisés qui vont partir vers la station spatiale internationale, qui vont se connecter et à l'intérieur, on va trouver de l'eau, de l'oxygène et de la nourriture. Alors ça marche très bien parce qu'on est autour de la Terre. Mais si vous voulez vous diriger vers Mars, vous êtes obligé de quitter l'orbite terrestre et cette stratégie ne marche plus. Voilà. Alors, on pourrait effectivement dire, il suffit de mettre tout ce qu'on a besoin pour 3 ans dans le véhicule, et puis voilà. Le problème, c'est la masse. Si on fait ça, on est à des masses colossales. On peut faire un calcul rapide. Hein. En besoin métabolique, il faut compter à peu près 5 kilos par personne et par jour. Voilà. Donc 5 kilos par personne par jour, vous comptez un équipage de 6 personnes sur une durée de 1000 jours. Vous voyez, vous êtes déjà au-dessus de 30 tonnes. Après, si vous rajoutez un minimum de confort, d'eau d'hygiène par exemple, et vous comptez ne serait-ce que 10 litres par personne et par jour, ce qui est absolument rien. Hein. L'Européen moyen, il consomme aux alentours de 100 litres d'eau par jour. Alors peut-être qu'on peut faire mieux, enfin mieux, essayer de moins dépenser, et c'est sûrement quelque chose qui est important de nos jours. Mais voilà, si on descend à 10 jours, vous voyez, on va retomber encore sur une 60aine de tonnes. Et puis, si vous comptez tous les autres consommables, qui sont effectivement les vêtements et d'autres équipements, d'emballage et ainsi de suite, vous allez vous retrouver à des masses qui vont franchir largement les 100 tonnes, les 120 tonnes. Et ça, c'est pas compatible avec les performances de nos lanceurs actuels. Alors là, il y a souvent une petite plaisanterie. On a deux possibilités. Hein. Soit on fait des lanceurs plus gros, hein, et c'est un peu l'approche texane. Et une autre approche qui est plutôt européenne, c'est de dire essayons de faire du recyclage et de revaloriser. Voilà. Et Mélissa est partie évidemment sur la deuxième solution. Essayons de recycler à bord. Hein. Et est-ce que justement de travailler, alors ça peut sembler un petit peu antinomique, mais est-ce que de travailler sur l'espace, c'est pas la meilleure manière de se rendre compte de de l'importance de vivre sur Terre en fait et de l'interopérabilité, mais le fait qu'on est tous interconnectés, tous les animaux, le vivant de manière générale. Ouais. Si vous écoutez les astronautes européens qui reviennent, ils ont à peu près tous la même phrase. Notre Terre est belle, mais quelle fragilité. Et eux savent très très bien qu'ils sont totalement dépendants de la technologie pour leur survie dans l'espace. Hein. Donc effectivement, il faut recréer ces conditions de vie dans un environnement extrêmement hostile, et c'est du travail, voilà. Donc et encore aujourd'hui, on sait faire l'eau, on sait faire l'air, sur toute la partie déchets, nourriture, on a encore beaucoup à faire. Et d'ailleurs, vous parliez d'astronaute, Thomas Pesquet, c'est un peu votre meilleur ambassadeur, non ? Quelque part. C'est un très bon ambassadeur, mais en France évidemment, mais tous les astronautes européens sont des bons ambassadeurs. Mais oui, ils sont évidemment extrêmement concernés par cette problématique. Ouais. Mélissa, c'est un acronyme. Vous pouvez nous dire ce que ça veut dire et après nous expliquer nous expliquer l'acronyme et ensuite nous expliquer ce que ça veut dire. Ouais, alors ça veut dire Micro Ecological Life Support System Alternative, ce qui pourrait vouloir dire dans une traduction simple un petit écosystème de support vie. Donc un petit écosystème qui va permettre à l'être humain de rester en vie. Donc c'est un acronyme qui a été trouvé par un ingénieur de l'ESA qui s'appelait Roger Binot. Et en fin de compte, l'idée est là. Est-ce qu'on peut, grâce à la connaissance qu'on a de l'écosystème terrestre, même si elle est encore loin d'être parfaite,
essayer de reproduire ces fonctions pour maintenir la vie humaine en dehors de la Terre. Voilà. Et c'est exactement l'objectif de Mélissa, c'est-à-dire qu'on s'inspire des fonctions de l'écosystème terrestre et on va essayer de faire un travail d'ingénieur assez minimaliste, de façon à retrouver ces fonctions en différents blocs, ce qu'on appelle nous des compartiments. Il va y avoir un premier bloc qui va s'occuper de traiter les déchets, un deuxième bloc qui va être plutôt sur la transformation du carbone, un troisième bloc qui va être plutôt sur l'urine et l'azote. Et puis, une fois que tout ce travail de transformation des déchets est fait, eh bien, on va pouvoir faire soit des cultures de plantes, soit des cultures de microalgues, soit potentiellement d'autres sources de nourriture, et ainsi fermer la boucle. Voilà. C'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire. Et tout le challenge, il est là. C'est effectivement comment assembler ces différentes technologies de façon à avoir un système qui fonctionne en continu pendant 3 ans. Alors évidemment, on ne sera jamais à 100% de recyclage, hein, on est très bien clair. Mais si on peut monter à 70-80%, ce sera déjà énorme. Et c'est hyper drôle parce que, en fait, l'économie circulaire, c'est un truc qu'on envisage pour la planète, pour notre vie ici. Et en même temps, c'est ce dont vous parlez. Et en fait, on se rend pas forcément compte parce qu'on n'y réfléchit pas quand on travaille pas dans cet univers. C'est que d'être dans une navette spatiale ou dans un bidon, comme vous l'appelez, ça oblige. En fait, c'est une contrainte qui oblige à la créativité, ça oblige à la circularité. Est-ce que finalement, Mélissa, c'est pas l'exemple ultime de la circularité? Oui, vous avez raison. D'ailleurs, quand on a commencé Mélissa, donc on parle des années 89, hein, vous voyez, ça fait déjà quelques temps, excusez-moi. Personne ne parlait de sustainable development. Je crois que les communautés concernées par l'environnement et l'écologie étaient relativement faibles. Évidemment, on parlait pas d'économie circulaire, on parlait pas de développement durable. Tout ça, ce sont des mots qui n'existaient pas. Donc, on s'est retrouvé au fil du temps très concerné par les challenges du terrestre, si vous voulez, mais aussi très interviewé par les acteurs du terrestre qui sont venus nous voir en disant mais comment vous approchez les choses, comment vous définissez un système circulaire, quels sont les critères que vous mettez en place pour définir une circularité, est-ce que vous tenez compte aussi de l'énergie ou est-ce que vous tenez compte que des masses, enfin voilà, toutes les questions qui se sont posées. Et en fin de compte, effectivement, les challenges du spatial étant tels, et puis on peut pas tricher. Le bidon, il est dans l'espace, on peut pas de temps en temps ouvrir la porte pour faire rentrer de l'air. Vous voyez, il y a pas une grande surface sur la route entre Terre et Mars. On peut pas, absolument pas tricher. Donc oui, de ce fait, c'est le challenge ultime de circularité puisqu'on va mettre un certain nombre de personnes dans un bidon pendant 3 ans. Donc là. Et alors justement, on va parler de circularité et en fait, on va parler de deux choses. On va parler de circularité et on va parler de l'application sur Terre. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, et vous l'avez déjà mentionné, c'est que Mélissa, qui est un projet pour, a priori, l'aérospatiale, sert énormément pour réinventer la manière dont on vit sur la planète. Ce qui est assez incroyable en fait. Enfin, en fait, on n'y pense pas naturellement que en fait, de la recherche pour l'aérospatiale peut nous permettre de mieux vivre ici. Non, mais c'était pas naturel non plus au tout début. Je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs de Mélissa qui avaient cette intuition, mais c'était une intuition. Et ça s'est transformé en une réalité. Et effectivement, aujourd'hui, dans le projet Mélissa, on a un certain nombre d'activités qui sont purement terrestres. Comment effectivement recycler les déchets sur un bateau, comment produire du biofuel, que faire avec des déchets organiques d'un stade, d'une école, d'un immeuble. Est-ce qu'on peut produire la nourriture dans les caves de l'immeuble? Que faisons-nous avec l'azote de l'urine? Est-ce qu'on peut s'en servir comme fertilisant? Voilà, tout ça c'est des problématiques sur lesquelles on travaille aujourd'hui et qui sont en lien direct avec les problématiques du sol. C'est hyper intéressant. Du coup, on va creuser dans tout ça. Je pense que les personnes qui nous écoutent, elles ont envie justement, enfin, toutes les questions que vous posez, on se dit là, ok, mais c'est quoi la réponse? Ok, mais c'est quoi la réponse? Peut-être que la première question, c'est quoi la plus grosse difficulté de circularité? C'est les déchets humains, c'est-à-dire les excréments humains, l'urine et... Alors, il y a plusieurs difficultés.
La première, c'est de construire un système circulaire. Bon. C'est-à-dire que vous n'avez pas une technologie où vous rentrez vos déchets et puis en sortie, vous allez avoir de la nourriture, de l'eau et de l'oxygène. Ça n'existe pas, il n'y a pas de miracle. Ça veut dire qu'il va falloir presque prendre des technologies qu'on connaît à peu près sur Terre, d'accord, mais les réussir à les connecter les unes aux autres d'une façon extrêmement précise et extrêmement bien pilotée, de façon à ce qu'on puisse faire plusieurs cycles. Vous voyez. Donc ça, c'est la première difficulté. Comment les dimensionner? Si le premier compartiment, le premier procédé, vous voyez, produit du carbone, j'en sais rien, mettons, une tonne de carbone par jour, et que le deuxième procédé, lui, il ne peut consommer qu'une tonne de carbone tous les 6 mois, bah, vous avez un premier problème. C'est un problème de dynamique. Bon. Après, si votre carbone, il sort sous la forme de CO2, mais que l'unité d'après ne sait accepter le carbone que sous forme de méthane, par exemple, bah vous avez un deuxième problème. Voilà. Donc, et effectivement, tous les procédés n'ont pas une efficacité de 100%. Donc, les efficacités, vous allez les multiplier. Non, vous voyez bien. Donc, si vous avez 4 procédés et qui ont une efficacité de 80%, eh ben, vous faites 8 x 8, 64, vous êtes à 36% à peu près, pour simplifier. Hein. Vous voyez, sur un cycle. Donc, la première difficulté, c'est ça. C'est bien choisir les procédés et les connecter. Et les procédés, ben, ils vont aussi transformer du solide, mais il va y avoir aussi du liquide et il va y avoir du gazeux. Donc, il faut réussir à gérer les flux gazeux, les flux solides et les flux liquides. Donc, la première difficulté, c'est ça. C'est caractériser de façon extrêmement précise tous ces procédés, être capable d'écrire des équations mathématiques en face de ces procédés, de façon à pouvoir ensuite les piloter, pouvoir ralentir un procédé, en accélérer un autre, transformer légèrement la sortie d'un autre procédé, de façon à ce que ce cycle vertueux marche. Voilà. Et effectivement, il va être caractérisé, quelle est l'efficacité de recyclage du cycle, combien d'énergie avons-nous dépensé, quelle est la masse du système, hein, parce que si le système est plus lourd que les consommables que vous avez besoin, bon, autant emmener les consommables. Est-ce qu'il est sécurisé? Effectivement, vous pouvez par exemple produire beaucoup d'oxygène, mais peut-être qu'en parallèle, vous allez produire du CO ou de l'H2S, hein, qui sont des produits extrêmement toxiques. Et là, ça peut devenir très très compliqué de réussir à les séparer. Donc, vous avez des risques pour l'astronaute. Donc, c'est pas sûr que la technologie qui fait ça soit la bonne. Et puis, effectivement, le temps équipage. Vous partez pour une mission de 3 ans. L'astronaute, il n'est pas dans le véhicule pour maintenir, pour faire de la maintenance. Il est là pour faire de la recherche, d'accord? Même si sur une phase de 3 ans, peut-être que c'est peut-être pas mal qu'il soit occupé à faire un peu de maintenance. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais vous voyez, on va prendre tous ces critères pour effectivement à tout moment caractériser le système global. Alors, l'autre difficulté qui vient se mettre là-dessus, si vous lisez les journaux, on va vous parler du cycle de carbone. Bon. Peut-être de temps en temps, on va vous parler du cycle de l'azote. Mais là, sur un système extrêmement clos, vous n'êtes plus ou sur le carbone ou sur l'azote. Vous êtes sur la table de Mendeleïev. D'accord? Et il y a plein d'autres éléments chimiques qui sont nécessaires à la vie humaine qui vont être au niveau de traces, hein, partie par millions. D'accord? Et si ces molécules ne sont pas disponibles sous une forme ou une autre, ça peut être du calcium, du potassium, ce que vous voulez, eh bien effectivement, on va avoir des limitations. Et probablement que le système ne va pas fonctionner. Donc il faut réussir à avoir une idée de tous les cycles à tout moment. Voilà. Et là, on tombe sur un certain nombre de challenges parce que il n'y a pas forcément l'instrumentation pour pouvoir mesurer à tout moment ces différentes molécules. D'accord ? Et puis sous quelle forme ? Hein, parce que j'ai parlé du carbone, mais prenons l'azote, il peut être sous forme de nitrate, il peut être sous forme de nitrite, il peut être sous forme d'ammonium, il peut être sous forme d'urée, il peut être sous forme d'azote gazeux, d'accord ? Donc voilà, tout ça aussi, il faut réussir à le savoir pour voir un bilan complet de l'azote sur le cycle. Et la même chose avec tous les autres éléments. Donc, deux difficultés, comment assembler les différents procédés, comment avoir sur toute la table de Mendeleïev, pour simplifier à quelques éléments près, une bonne vision, d'accord ? Et puis après, parce que on parle nourriture, donc on parle forcément organisme vivant, hein, on n'a pas le choix. Et là, il va falloir être capable de caractériser des petits écosystèmes microbiens, de modéliser des plantes et d'écrire des équations sur des systèmes qui évoluent dans le temps.
Voilà, hein, on peut prendre des exemples assez simples. On sait pertinemment que si vous avez des pathogènes, on va vous donner une bonne chance qu'on vous donne des antibiotiques. D'accord. Si vous les prenez pas de façon appropriée, vous avez de bonnes chances de développer des résistances, pour simplifier. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le comportement de votre organisme évolue. Il évolue en fonction du stress. Hein. Comme nous, la contrainte crée le progrès. C'est aussi comme ça qu'il le voit. C'est exactement la même chose. Lui, il a cette volonté de résister, hein, pour rester en vie. Donc, il va évoluer. Il va évoluer dans le temps. Ça veut dire que nous aussi, je veux dire, les ingénieurs qui travaillent, les scientifiques qui travaillent sur Mélissa, doivent être capables de prédire cette évolution, toujours pour pouvoir maintenir la circularité du système. Et là, on peut faire une analogie avec une économie. Vous voyez, imaginons tout d'un coup que on prenne une plateforme économique et que un premier industriel qui produit, je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait produire? De l'oxygène, ouais. Produit aussi des déchets. Ces déchets sont utilisés par un deuxième industriel qui, lui, produit des sacs à main. Un troisième, et en produisant ces sacs à main, il va produire des déchets de cuir. Ces déchets de cuir peuvent être réutilisés par un troisième industriel et ainsi de suite. Donc, on va essayer de connecter ces différentes entreprises. Voilà. Alors, sur un schéma ponctuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on a pris une centaine d'industriels sur un périmètre, prenons la Normandie, et puis on va réussir à relier ces différents industriels. Bien évidemment, dans le temps, il y a un industriel qui va changer son schéma de production. Donc, il va produire peut-être moins de déchets ou d'autres qualités de déchets. Il y en a un qui va faire faillite. Il y en a un qui va être acheté et puis les axes de l'activité vont être différents. Donc, il faut là être capable de modéliser et de comprendre cette circularité. Et là, les synergies entre Mélissa et l'économie terrestre sont importants. Donc, on a un degré largement supérieur de la technologie. On parle de ce qu'on appelle système. Alors, je vais être très enfantin, je vais parler pipi caca. C'est quoi, enfin, d'abord, et vous en avez parlé, cela dit, comment on recycle les excréments humains, mais il y a un lien entre les excréments humains et la nourriture que l'on peut manger. Voire l'eau qu'on peut boire, j'imagine, ou au moins se doucher avec, je sais pas. Comment ça marche et je sais qu'il y a un lien avec l'azote aussi, je veux bien que vous en parliez. Alors, pour simplifier, on dit qu'il y a trois qualités d'eau. Il y a les eaux grises, qui seraient des eaux peu polluées, on va dire une sortie de douche, hein, pour simplifier. Après, on a les eaux jaunes, qui sont effectivement les urines. Et puis après, on a la matière fécale, les eaux noires, avec lesquelles on pourrait aussi souvent mettre la poubelle verte, hein, pour simplifier. D'accord ? Et on aime les couleurs. Et en fonction du degré de contamination de ces eaux, on va utiliser différentes technologies de recyclage. Alors, les eaux grises, elles sont peu contaminantes, donc souvent on travaille avec des filtres de façon à retirer ce qui n'est pas de l'eau, pour simplifier. On passe à travers un tamis de filtration, donc des trous de plus en plus petits, et puis à la fin, on a de l'eau pure. Voilà. Et ce qui n'est pas de l'eau peut être envoyé vers le procédé de transformation des déchets. Après, on va parler des eaux jaunes, donc les urines. Alors, les urines, évidemment, beaucoup d'eau, mais aussi un certain nombre de minéraux, d'accord ? Principalement dû au cycle protéines, azote, d'accord ? Et là, effectivement, si on peut récupérer l'azote, bingo, puisque dans tout élément, je dirais, végétal ou vivant, vous avez à peu près 20% d'azote, hein, pour simplifier encore une fois. Donc, ça vous permet de réfléchir à la possibilité de reproduire de la nourriture. Et puis, vous allez trouver d'autres éléments, notamment des minéraux. D'accord ? Donc, si vous vous limitez à l'eau, vous allez avoir trop de déchets. Donc là, on va encore récupérer tout ce qui est ce qu'on appelle un fertilisant. Alors, il va falloir travailler dessus, parce qu'il y a trop, la salinité est trop élevée, la forme d'azote n'est pas forcément celle que les plantes aiment, donc il va falloir transformer un petit peu tous ces composants, mais on sait faire. Voilà. Puis après, vous avez la matière fécale, qui est probablement ce qui a le moins de valeur. Pourquoi ? Parce que la matière fécale, elle a déjà été digérée. Vous voyez, on a déjà extrait le maximum. Donc, elle est un petit peu moins intéressante. Mais on retombe sur cette problématique, hein, on a différentes formes de déchets, et
comme vous êtes sur des sorties d'activité métabolique, ça veut dire que ça dépend de quoi? Ça va vraiment dépendre de quoi vous avez mangé. Hein. Si vous mangez des asperges, ben vous savez qu'il y a des odeurs qui sont différentes, d'accord? Vous allez aussi dépendre de votre activité physique. Est-ce que vous courez 5 kilomètres tous les jours? Et dans ce cas-là, la qualité de vos déchets vont pas être les mêmes, d'accord? Et puis de votre microbiote à vous, personnel, d'accord? Voilà. Et ça va nous permettre de prédire, on n'en est pas encore là, mais ça nous permettre de prédire la qualité du déchet de façon à ensuite avoir un cycle de transformation. Et donc, c'est marrant, vous parliez des fertilisants. On n'y pense pas naturellement. Matière fécale, on y pense parce que, par exemple, on utilise beaucoup le crottin de cheval pour faire de l'engrais. Donc ça, voilà. Mais l'azote dans l'urine, c'est vrai qu'on nous parle beaucoup d'azote et de remettre de l'azote dans les sols. C'est un procédé chimique extrêmement coûteux en CO2, si je ne me trompe pas. Donc il génère énormément de CO2 de faire ce procédé, ou en tout cas de produire cet azote. Alors qu'en fait, dans l'urine, on pourrait, et vous le disiez, on sait le faire, en fait, on pourrait récupérer l'azote de l'urine pour le remettre dans le sol, enfin pour générer de l'engrais. Alors on va revenir aux fondamentaux, le crottin de cheval. Ouais. Alors le crottin de cheval, contrairement à ce que vous dites, il ne contient pas que du crottin. C'est-à-dire qu'en général, comment ça se passe? Donc les haras fournissent la paille qui a servi de paillasse pour le cheval pendant quelques jours ou quelques semaines, d'accord, et où le cheval a pu effectivement uriner et produire du crottin. Donc vous allez retrouver carbone, azote et d'autres éléments. Voilà. Et c'est cette paille-là qui est donnée ou vendue notamment aux producteurs de champignons, d'accord, qu'on retrouve dans les crayères entre autres. Et là, effectivement, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir une croissance biologique. Dans ce cas-là, ils ont choisi de faire des champignons, mais on a l'azote et le carbone. Vous voyez, donc c'est pas que la matière fécale, n'est pas que le crottin du cheval. Il y a aussi la partie azotée. Voilà. Alors maintenant, comment on fait en général pour fournir de l'azote dans les cultures dans le monde? Donc effectivement, la technologie qui est utilisée, c'est la technologie de Bosch, d'accord, où on fixe l'azote atmosphérique et on l'en transforme en nitrate. Alors plus d'autres minéraux, mais bon, principalement c'est les nitrates. Et cette transformation est extrêmement consommatrice d'énergie, d'accord. Et en gros, pour une tonne d'azote, je crois qu'on produit 8 tonnes de CO2. Oui. Oui, donc c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Ce qui fait que, mais aujourd'hui, ce processus, il est en place depuis. C'est un processus qui a été mis en place à peu près au moment de la dernière guerre. Donc, il est bien installé, il est bien amorti. Et quand vous arrivez avec des nouvelles technologies qui, elles, effectivement, ne sont pas encore extrêmement optimisées, ben vous n'êtes pas forcément rentable. D'accord. Donc aujourd'hui, on a là un point bloquant, c'est-à-dire qu'on sait transformer l'azote de l'urine, enfin l'urine pour en faire un fertilisant, d'accord, mais à un coût qui est aujourd'hui supérieur au coût de la technologie de Bosch parce qu'elle est amortie sur 60 ans d'utilisation. Voilà. Bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que c'est un peu aberrant. On va chercher à coûts énergétiques colossaux ce que l'on a déjà avec l'urine. Hein. Et ce que vous disiez, c'est que donc l'urine, si on devient plombier, on pourrait imaginer que l'urine qui tombe dans un immeuble, enfin dans les toilettes de l'immeuble, elle pourrait servir à produire de la nourriture dans les caves. Ce que vous disiez un petit peu, c'était un peu l'idée? Oui, on sait faire ça. Alors aujourd'hui, on sait même faire mieux que ça, puisque on a des toilettes séparatrices. C'est-à-dire que pour l'utilisateur, c'est transparent au niveau utilisation. Et là, vous allez d'un côté en sortie un tuyau qui va prendre l'urine et de l'autre côté la matière fécale, d'accord. Et si vous êtes capable de faire ça, vous pouvez transformer l'urine uniquement, d'accord, et ensuite le faire l'engrais, enfin le substrat qui va vous permettre de faire des cultures végétales type laitue, je sais pas moi, basilic et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, évidemment, on va pas faire des productions de blé ou de maïs dans les caves. Ce serait une aberration totale. Mais sur certaines espèces végétales, ça peut être pertinent. Ouais. Et on n'a pas besoin de soleil. On n'a pas besoin de lumière. Alors si, effectivement. Alors là, quand je dis dans les cas, il faut faire attention parce qu'il y aura forcément un éclairage artificiel. D'accord. On en a fait de très gros progrès, on le sait aujourd'hui, sur les éclairages. Mais effectivement, on peut aussi avoir intérêt à avoir un éclairage extérieur pertinent. Hein. Ça aussi, il faudra regarder ça. Mais si vous utilisez un éclairage, il faut choisir les bonnes espèces végétales, il faut choisir les bonnes technologies, hein, de façon à réduire les coûts électriques.
Une autre question, et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, c'est l'industrie et l'écologie industrielle. Euh, A priori, on a tendance à opposer aérospatial, donc l'espace et la Terre. Donc là, on vient de voir qu'en fait, il y avait un gros lien entre les deux. Mais de connecter l'industrie avec l'écologie, ça paraît aussi contradictoire. C'est quoi le lien entre les deux? Je sais que c'est un ancien concept, euh, mais Alors oui, c'est un concept qui a été mis en évidence au moins en Europe par le professeur Søren Erkman de l'université de Lausanne, qui entre autres collabore maintenant au projet Mélissa. Et effectivement, l'idée, c'est est-ce qu'on peut s'inspirer de l'écosystème, d'un écosystème microbien ou d'un écosystème terrestre, ouais, où toutes les espèces collaborent ensemble avec un taux d'efficacité remarquable. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ça et faire les mêmes choses avec des différents acteurs économiques? Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'un producteur d'oxygène, d'un producteur de sacs à main et je sais plus quoi. Mais c'est ça l'idée. Et d'ailleurs, il y a une ville au Danemark qui s'appelle Kalundborg qui est basée sur ça. C'est-à-dire qu'il y a différentes usines, pour simplifier, qui se parlent. Pas d'accord. uniquement en échangeant des datas, mais en échangeant leurs déchets. Le déchet de l'un va à l'autre et le deuxième dit c'est justement ce que j'avais besoin. Et il transforme et il produit trop d'énergie. Donc le troisième dit ça tombe bien, moi j'ai besoin d'énergie pour chauffer mon immeuble et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est ça. Est-ce qu'on peut s'inspirer de l'écosystème terrestre pour construire un écosystème industriel? Voilà. Et la difficulté, elle est là, c'est comment piloter ces flux d'énergie et ces flux matière de façon à avoir cette circularité. Alors, beaucoup de gens parlent de circularité sans savoir la caractériser ou la quantifier. C'est aussi une des difficultés. C'est quasiment du biomimétisme, Oui, quelque part. oui, absolument, vous avez raison, c'est tout à fait ça. Ouais. Hmm. C'est hyper intéressant. Il y a un autre sujet qu'on utilise dans l'espace et qui nous permet de mieux vivre sur Terre, c'est la santé. Je sais que c'est pas votre expertise, mais néanmoins, il y a une histoire avec l'industrialisation du test PCR qui est hyper intéressante. Je serais vraiment intéressé que vous nous racontiez c'est quoi le rapport entre l'espace, les astronautes et le test PCR qu'on a un peu trop souvent utilisé ces derniers temps. Alors, bon, ça, c'est encore une petite histoire tout à fait intéressante. La boucle Mélissa, pour transformer les déchets, utilise des micro-organismes. Pas que des micro-organismes, mais des micro-organismes. Et parmi ces micro-organismes qu'on peut retrouver dans la matière fécale, mais aussi sur l'astronaute, il y a des pathogènes. D'accord, qui sont en général en quantité très très faible, mais on transporte tous des micro-organismes pathogènes. Donc, effectivement, dans un véhicule clos, on pouvait imaginer que, dû au stress ou dû à une malfonction, ces micro-organismes pathogènes se développent et deviennent un risque pour l'astronaute. Donc, la question, c'était comment on peut ou comment pourrait-on, on revient dans les années 98 à peu près, hein, est-ce qu'on peut avoir une technologie qui nous permet, à tout moment, de caractériser, de quantifier les micro-organismes pathogènes dans un système comme Mélissa. Donc, on est rentré en contact avec un grand nom de l'industrie de la détection, qui se trouve être un industriel français. Et le challenge les intéressait, tout à fait. Donc là, il y a une synergie entre la problématique spatiale, maintenir la sécurité microbienne dans un véhicule clos, et la problématique terrestre. Donc on a travaillé avec eux de 98 à 2013, si ma mémoire est correcte. Voilà. On a fait du très bon travail avec un projet qui s'appelait Midas. Et on a vraiment démontré que on pouvait détecter de façon totalement automatisée des micro-organismes pathogènes et aussi les quantifier. Voilà. Après, chacun a vécu sa vie et cet industriel a continué à développer ce système qui est devenu ce qu'on appelle BioFire, d'accord, et qui est aujourd'hui la première plateforme de détection du Covid dans le monde. Voilà, il y a 3 usines dans le monde qui produisent des instruments pour la détection de micro-organismes pathogènes. Et donc, effectivement, là, on n'a pas inventé la PCR dans le monde du spatial. Non, Hein. non, bien sûr. On va être très, très clair là-dessus. Mais on a fait un gros travail d'ingénieur. Quand on a commencé à regarder, il fallait à peu près 100 opérations manuelles. C'est-à-dire qu'il fallait un opérateur qui faisait avec ses pipettes et ses différents produits chimiques, et ainsi de suite, ses incubateurs. Il faisait 100 opérations de façon à avoir son résultat. Et ces 100 opérations, on a réussi à les automatiser complètement en évitant tous les problèmes
de contamination extérieure, les problèmes de pureté, les problèmes de quantification. Voilà, c'est ça la révolution, c'est-à-dire que le challenge, encore une fois, c'est la contrainte du spatial qui a forcé à faire cette automatisation et ce qui a permis de faire un superbe produit qui a évolué après, effectivement, mais l'origine vient du spatial, au moins dans sa motivation. C'est hyper intéressant parce que c'est complètement inattendu. Et il y a autre chose qui est complètement inattendu, je pense, c'est le rapport entre le spatial et l'éducation. Et je sais que ça, c'est un sujet aussi qui vous tient à cœur. Comment on peut faire le lien entre l'aérospatial et l'évolution de l'éducation sur la planète, enfin ici? Alors, je crois que les sciences aujourd'hui sont face à un certain rejet. Au moins dans le grand public. C'est-à-dire que il y a cette difficulté de, je dirais, la démagogie et la pédagogie. D'un côté, être extrêmement simpliste pour passer des messages, de façon à ce que les messages soient entendus, mais penser qu'on peut toujours passer des messages complexes avec des formules simples, c'est sans doute une erreur. Et le monde du spatial a cette approche multicritère, encore une fois. C'est-à-dire que si vous voulez faire un développement spatial, quel qu'il soit, que ce soit un panneau solaire, que ce soit une propulsion, vous allez être obligé de regarder avec différents angles. Vous allez regarder avec l'angle du chimiste, vous allez regarder avec l'angle du médecin, vous allez regarder avec l'angle du microbiologiste, du mathématicien. Et cette pertinence en fait des très belles histoires. Donc, c'est facile d'expliquer les technologies spatiales à des enfants ou à des jeunes scientifiques, parce que vous allez avoir cette diversité. Alors effectivement, il faut faire très attention à passer les bons messages. Et effectivement, là, c'est un sujet auquel je suis très sensible. C'est comment expliquer des choses complexes de façon simple, sans mentir. C'est-à-dire qu'il faut simplifier, mais pas trop. Voilà. Et ça, c'est pas uniquement pour les sciences. On le voit d'ailleurs ces jours-ci, des messages extrêmement simplifiés qui sont pas toujours corrects si on creuse un petit peu. Bien sûr, c'est clair. Justement, vous parliez de complexité. Je ne sais pas s'il y a beaucoup plus complexe que que le travail que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire de vivre, de permettre la vie en fait dans un bidon fermé, parce que c'est pas du tout naturel, encore une fois. Comment on gère la complexité d'une navette spatiale? Alors, je sais pas si le monde du spatial est le monde le plus difficile. Je crois que toutes les problématiques bien détaillées sont difficiles. J'avais rencontré une fois un fabricant de pneumatiques qui m'expliquait que le challenge le plus dur, c'était de produire des pneus, ce qui m'avait fait sourire. Mais en l'écoutant, effectivement, il y avait d'autres difficultés. Je pense qu'il y a un nombre de domaines infini où les difficultés sont extrêmement élevées. Comment on gère la difficulté? On la gère, je dirais, par une approche pas à pas. Extrêmement décortiquées, c'est-à-dire que ce que nous on appelle des work packages, des tâches de travail. C'est-à-dire que quand on a un énorme problème face à nous, et ben on va essayer de le découper en petites tâches de travail. Chaque petite tâche de travail ayant un livrable, et ce livrable est caractérisé, utilisé à droite, à gauche par d'autres utilisateurs. Et voilà. C'est ça la vraie approche. C'est pas du tout voilà, on va gérer la complexité avec un logiciel fabuleux ou un outil fabuleux. Non, une multiprise, non, ça sera pas ça. Ça sera plutôt du pas à pas, bien caractérisé, bien documenté, et de la gestion de la connaissance. Ça, c'est l'autre difficulté quand vous êtes face à des projets comme Mélissa qui sont là depuis 30 ans. Il faut pas que la personne qui commence à travailler sur Mélissa aujourd'hui ait oublié ce qui s'est passé il y a 20 ans ou il y a 25 ans. Et ça, c'est difficile. Parce que si vous avez uniquement des armoires ou des disques durs de données, l'utilisateur ne saura pas où chercher. Et il ne comprendra pas forcément pourquoi, en 98, vous avez décidé d'arrêter cet axe de recherche, alors qu'aujourd'hui, c'est très pertinent. On pourrait prendre un exemple. Il y a une vingtaine d'années, produire des lipides, ça n'intéressait pas grand monde. Oui, donc les axes de recherche sur les lipides ont été quasiment fermés à droite à gauche, et les laboratoires qui travaillaient là-dessus ont eu leur budget réduit et recentré.
Aujourd'hui, les lipides, ça peut permettre d'aller vers les biofuels, et il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces pistes-là. Et je suis pas sûr qu'ils soient tous revenus au travail qui a été fait il y a 20 ans. On le retrouve aussi sur les microalgues. Les microalgues, produire des microalgues, c'est coûteux. D'accord. Essayer de faire du biofuel pour des microalgues, eh bien, c'est pertinent ou pas pertinent en fonction du prix du fuel ou de l'essence aujourd'hui. Vous voyez. Et là encore, si vous prenez le travail qui a été fait, je crois, dans la fin des années 70-80 par l'Institut français du pétrole, le travail qui a été fait là-dessus a été arrêté parce que c'était pas pertinent. Et aujourd'hui, ça redevient pertinent. Ouais. Donc voilà, c'est aussi ça la difficulté, c'est comment réussir à gérer cette connaissance et notamment documenter tous les flux de décision. En parlant de pertinence, il y a une question que je vous ai pas posée et je pense qu'elle est sur la bouche, sur la langue de tout le monde. Est-ce qu'on va effectivement aller vivre sur Mars? Parce qu'en fait, c'était un peu le sujet. Enfin, j'imagine que quand on parle d'aérospatial, d'aller sur Mars, etc., la question c'est ok, mais on y va pas, on y va quand? Comment ça se passe? Alors, je vais répondre pour l'Europe, même si je suis pas responsable de la stratégie européenne. La personne qui s'occupe de ça est Monsieur Didier Schmitt, qui est responsable de la stratégie pour l'exploration à l'ESA. Aujourd'hui, parmi les missions possibles de l'Europe, il y a effectivement ce qu'on appelle le Mars Transit Habitat. C'est la préparation d'un vol vers Mars. Et ça, c'est dans les 6 axes officiellement aujourd'hui de l'Agence spatiale européenne, d'accord, qui vont notamment être discutés et décidés à la réunion ministérielle qui sera en novembre cette année, d'accord. Mais dans cette mission martienne, on parle d'une mission exploratrice. On parle pas du tout d'emmener, comme certains le déclarent, 100 personnes. Ma grand-mère. Oui, voilà. D'aller en week-end et de revenir. Non, c'est pas ça. On est sur une mission exploratrice de, je sais pas, 4 à 6 personnes qui vont partir pour 3 ans et qui vont revenir. C'est plutôt une mission type Apollo, vous voyez. On n'est pas du tout sur, enfin, au moins pas dans les organismes gouvernementaux où on emmène 100 personnes, on les installe et ils vont rester là-bas. Il y aura d'autres générations et dans quelques années, il y aura des petits villages avec tous centrés autour d'une église et d'un cimetière. On n'est pas là-dessus, quoi. Donc c'est pas pour tout de suite et c'est pas pour tout le monde. Non, l'astronaute qui partira sur Mars est peut-être déjà né, mais effectivement, il y aura une sélection extrêmement forte. Ouais. Une autre question, parce qu'en fait, on rentre dans un monde chaotique, ça vous a pas échappé, je pense, de polycrise, comme dirait Edgar Morin. Comment on gère l'incertitude quand on travaille sur des projets autour de l'aérospatial? Parce qu'en fait, la gestion de l'incertitude, c'est ce dont on va avoir, enfin, c'est ce qu'on va devoir tous gérer dans nos vies au quotidien, vous, moi, tout le monde. Mais dans un contexte d'aérospatial, dans un bidon fermé, etc., il y a forcément de l'incertitude. Comment on fait pour la gérer? Peut-être que ça peut donner des conseils aux gens qui vont traverser le... Je crois qu'il faut pas confondre l'incertitude sur le développement et l'incertitude sur la fiabilité du matériel. Hein. Donc, je pense que l'incertitude sur la fiabilité du matériel, le spatial sait le faire, mais le nucléaire sait le faire, l'aéronautique sait le faire. Il y a beaucoup de domaines où on sait gérer les incertitudes, la fiabilité. Voilà. Donc, je pense que là, c'est pas plus de pertinence. Après, les incertitudes sur des projets à très long terme, comme les vols vers Mars, comme le développement de Melissa, c'est effectivement complexe puisqu'on est en train de parler de communauté internationale. C'est pas la France qui va aller toute seule sur Mars, c'est pas l'Europe qui va probablement aller toute seule sur Mars. Ça sera probablement une mission internationale. Donc, on voit bien ces jours-ci des partenaires qui étaient très fiables le sont un peu moins. Demain, ça sera une autre réorganisation. Donc, il est important que l'Europe ait un axe très précis sur lequel elle veut se diriger, s'accrocher, et ensuite à nos décideurs qui, eux, ont une vue système encore plus haute. Hein. C'est-à-dire que nous, on a notre petite vue Melissa avec ses interfaces. Eux, ils ont une vue géopolitique, géostratégique qui est sur le plus long terme. Pour simplifier, Melissa réfléchit à 30 ans. Certains décideurs réfléchissent sur le siècle et d'autres sur le millénaire. On a entendu cette phrase notamment sur un certain nombre de présidents français. Donc la difficulté, elle est là.
C'est quelles sont les valeurs qu'on veut maintenir, je dirais presque à minima, et puis on avance là-dessus. L'incertitude, après, oui, elle existera toujours de toute façon. Une question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure, mais qui, à mon avis, aussi est assez pertinente. On parlait tout à l'heure de l'impact sur la vie sur Terre de vos recherches. Et c'est vrai, je faisais la petite blague tout à l'heure sur la plomberie. Mais est-ce que... Enfin, on peut se poser la question quand même, puisqu'on sait le faire, on sait récupérer par exemple l'azote, de l'azote qui serait quasiment décarboné en tout cas, des urines, on sait faire des plantations, et puis il y a énormément de choses que vous avez appris avec ce projet Mélissa. Pourquoi on ne les applique pas sur Terre et peut-être nous donner quelques exemples de là où c'est appliqué par exemple? Alors, votre raisonnement et votre, je dirais, déclaration de situation était valable il y a à peu près 5 ans, 5 à 10 ans. Voilà. Aujourd'hui, ça a bien changé. Merci. Non, mais je comprends, puisque ça a été comme ça, je dirais, presque les 30 premières années de ma carrière, pour simplifier. Aujourd'hui, les choses changent. La direction de l'Agence spatiale européenne a pris conscience de l'intérêt des synergies vers le terrestre, et aujourd'hui, il y a une véritable volonté que les développements pour l'espace aient un rôle dans la vie de tous les jours du citoyen européen. Alors, il y a Mélissa, mais il y en a d'autres. Il y a toute la partie agriculture intelligente, si vous voulez, toute la partie observation de la Terre. Mes collègues font un travail remarquable. Tout ce qui est navigation. Et là, je parle de navigation, de pilotage, pas uniquement de bateaux, même s'ils sont concernés. On parle de gestion de drones pour les urgences. On parle d'amélioration des flux hydrauliques pour quand il y a des inondations. Enfin, voilà, il y a énormément de choses. Il y a des nouveaux matériaux, évidemment. Il y a de l'impression 3D à partir de déchets sur lesquels on travaille aussi. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications terrestres qui viennent du spatial. Et il y a maintenant une nouvelle direction au sein de l'Agence spatiale européenne qui a été créée il y a quelques mois, qui s'appelle la direction commercialisation. Donc c'est très très clair. La directrice s'appelle Madame Géraldine Naja, et voilà, elle est tout à fait maintenant responsable des applications vers le terrestre. Donc je pense que c'est extrêmement important. Et Mélissa joue son rôle comme tout autre petit domaine de travail de l'Agence spatiale européenne. Alors, je peux vous citer des cas concrets en ce qui nous concerne. Le plus amusant, peut-être, c'est un produit médicamenteux pour le cholestérol, qu'on a trouvé un peu par hasard. Une société qui s'appelle EasyCol, qui a découvert que des bactéries qui pouvaient pousser sur des déchets avaient un effet anti-cholestérol extrêmement fort. Et là, on parle du mauvais cholestérol, donc c'est tout à fait pertinent. On a des systèmes de recyclage d'eau, des eaux grises qui sont installées un petit peu partout maintenant. Par exemple, à Roland-Garros, le traitement de Roland-Garros, les eaux de douche des sportifs sont recyclées grâce à une technologie Mélissa, notamment avec la société Firmus. Il y a aussi de l'eau de l'université de Kenitra au Maroc. Il y a un hôtel à Monaco. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On réfléchit, je crois que je vous l'ai déjà mentionné, à les possibilités de recycler tous les déchets sur un bateau. On a passé, la Fondation Mélissa a signé un accord avec la Fondation Belém, vous savez, ce trois-mâts historique français, pour effectivement démontrer les technologies de recyclage Mélissa à bord du bateau, et ainsi réduire l'impact environnemental sur les océans. C'est extrêmement important. Voilà, en voici quelques-uns. On a parlé effectivement de Midas et de BioFire, donc sur la PCR automatisée. Il y en a d'autres. On parle d'habitat marin avec la société Isti en Suisse. Je sais plus qui j'ai oublié. Enfin voilà, vous avez... Mais il y en a pas mal, en tout cas. Et alors, en tant qu'ingénieur, du coup, est-ce que vous pensez que la technologie va nous sauver? C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, en fait, la problématique écologique, elle peut être répondue par une approche scientifique, je dirais analytique, c'est-à-dire découper tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer, ou est-ce que ça va nécessiter, par définition, des efforts qui sont en dehors de cette sphère-là, c'est-à-dire qu'en fait, on va devoir changer nos modes de vie malgré tout? Non, croire que la technologie va tout résoudre, je pense que ce serait une erreur. Effectivement, d'abord, il faut une prise de conscience, c'est pas toujours le cas, et il faut des changements de comportement. Je pense que dans les grandes villes européennes, il y a aujourd'hui une prise de conscience.
hein, et qu'on voit des changements de comportement, à commencer par les voitures électriques, les vélos électriques, un certain nombre d'activités, les gens recherchent des produits organiques et ainsi de suite. Voilà. Donc il y a une évolution. Donc non, approcher l'évolution, enfin la problématique de l'environnement et de l'écosystème uniquement scientifique me paraît être une erreur. Hein. Évidemment, c'est là où je me sens le plus pertinent parce que c'est là où le projet Mélissa peut apporter quelque Bien sûr, bien chose. sûr. Mais non, il faut que tous nos collègues soit nous rejoignent, soit on les rejoigne pour avoir une approche différente. Non, absolument pas. Non. D'accord, merci. C'est vraiment passionnant parce qu'en fait, enfin, vraiment ce lien entre l'aérospatiale et planète Terre, on le fait pas. Enfin, je sais pas si vous en rendez compte parce que vous, c'est votre métier depuis 30 ans, mais on le fait pas du tout naturellement. J'imagine que vous vous en rendez compte par rapport à vos discussions dans des dîners ou autres, mais ça génère forcément plein de questions. On entend souvent la même réaction, c'est pas chez vous que j'aurais été sonné. Voilà. Non, c'est ça. C'est ça. Mais une fois qu'on a expliqué les problématiques, donc ce que j'ai essayé de faire depuis quelques minutes, C'est très bien fait. je pense que les gens commencent à comprendre. Voilà. Et c'est assez facile hein, de passer ce message. Je pense que les gens sont assez intrigués. Ouais, c'est super intéressant. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. Alors, on en a un petit peu parlé. Alors, ouvrir la porte, eh bien, je pense qu'il faut pas que la complexité des sciences fasse peur. Hein. Il faut que tout citoyen européen, mais tout citoyen mondial, ait l'opportunité de s'intéresser aux sciences et de se faire son propre avis. Voilà, en comprenant bien que c'est un effort intellectuel, mais qu'il faut pas avoir peur de la complexité, il faut pas avoir peur des freins potentiellement de son éducation pour pouvoir approcher des choses différentes. Voilà, donc ça c'est la première chose. Osez, n'ayez pas peur, allez-y. Et fermer la porte, bah, c'est exactement l'autre volet. C'est fermons la porte à toutes les bêtises extrêmement simplistes que l'on entend. Hein. Où on a des déclarations dans les grands titres des journaux, des radios, de la presse, parce que c'est souvent là où les gens cherchent l'information sur Internet, sans avoir un raisonnement scientifique derrière. Et les gens ne font pas l'effort de creuser ces déclarations et se font parfois, pas toujours, hein, mais parfois embobiner. Voilà, et c'est ça qu'il faut fermer. Alors comment le faire? J'ai pas de solution. C'est pas mon domaine. Non, c'était pas le sujet. Ouais, mais je pense qu'effectivement encore démagogie, pédagogie, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais c'est un effort à long terme, mais il y a sûrement des solutions. D'ailleurs, de manière liée, je vais vous poser une question, par contre dans laquelle vous êtes totalement impliqué. Est-ce qu'on serait capable de faire toute cette recherche si on n'avait pas l'Europe? Parce qu'en fait, je sais qu'il y a ça, cette question, elle vous touche directement, parce qu'en fait, on est en plein dans le débat. Ou en tout cas, il y a une partie de la population qui est vraiment très anti-Europe, de plus en plus. Et en fait, on pense pas nécessairement à la recherche spatiale quand on a ce genre de débat. Et aujourd'hui... Je serais mal placé pour être anti-européen. Déjà, la première chose, non, je suis 100%, 300% européen. Je pense que l'Europe apporte énormément de choses aux citoyens européens, que ce soit au niveau sociétal, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau éducatif, que ce soit au niveau sécurité. Mais on peut peut-être regretter que l'Europe ne soit pas assez proche ou ne fasse pas assez d'efforts pour expliquer ce qu'elle fait. Voilà. C'est-à-dire que beaucoup de gens n'ont pas de notion de la complexité de faire travailler 22 pays ensemble, 22 pays qui, il y a 50 ans, ne s'aimaient pas forcément. Ouais. Et il y a des obstacles culturels, financiers, sécuritaires, éducationnels, et ainsi de suite, qu'il faut franchir. Et voilà, on est au tout début, on est au premier jour de l'Europe, quoi. Donc, je trouve que le travail qui a été fait est remarquable. Et certainement qu'on pourrait faire mieux, et certainement qu'on doit faire mieux. Mais c'est la bonne piste, c'est la bonne voie. Les valeurs de l'Europe sont très très fortes. Elles sont sociétales, elles sont humaines, elles sont vers l'éducation. Je vois pas d'autres continents dans le monde qui aient les mêmes valeurs aussi nobles. Voilà.
Donc, continuons dans cette direction. Et effectivement, il y a sûrement des cailloux dans la chaussure de temps en temps, mais il faut qu'il reste des cailloux. Et puis, au contraire, que ces cailloux qui font un petit peu mal de temps en temps nous forcent à marcher plus droit et à mieux expliquer et encore à faire l'effort d'éducation. Hein, À contraster le progrès. Ouais, exactement. Parfait. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.